La neige tombait sur Moscou comme un voile de silence, étouffant les cris des gardes, les pas des courtisans et les échos lointains de la peur. Dans l'ombre d'un palais encore marqué par les intrigues de la veille, un garçon de 10 ans levait les yeux vers le trône, ce siège immense, plus haut que lui, plus dur que le marbre, plus froid que l'hiver. Il ne comprenait pas encore le poids de la couronne, mais il sentait que le monde autour de lui n'était pas fait pour l'attendre. On l'appelait Pierre, un nom simple, dur comme la pierre qu'il allait devenir. Fils du tsar Alexis Ier et de Natalia Narychkina, Pierre avait vu dès son plus jeune âge les jeux cruels de la cour, les alliances empoisonnées, les sourires menteurs, les poignards dans le velours. Quand son demi-frère Fédor mourut sans héritier, il fut proclamé co-tsar avec son frère Ivan, faible d'esprit et presque aveugle. Mais le véritable pouvoir, on le savait, se cachait dans les mains de la régente Sophie, leur demi-sœur, ambitieuse et redoutable. Tandis que les deux garçons portaient la couronne comme un masque, Sophie tissait dans l'ombre les fils de sa propre royauté. Pierre n'était pas de ces enfants fragiles que l'on façonne selon les codes de la cour. Il préférait les camps militaires improvisés dans les bois, les maquettes de canons, les jeux de guerre. Son esprit était toujours en marche. Il apprenait la navigation sur des bateaux miniatures, se passionnait pour les instruments mécaniques, les langues étrangères, les récits d'explorateurs et de savants. Pendant que la régente cherchait à l'écarter du trône, lui rêvait déjà d'un empire nouveau, d'une Russie qui regarderait vers l'ouest, et non vers le passé. À 17 ans, il décida que l'heure du masque était terminée. Il leva une armée de loyalistes, marcha sur Moscou et mit fin à la régence de Sophie. Elle fut envoyée dans un couvent. Le trône, désormais, était sien. Mais il ne voulait pas être un tsar comme les autres. Il n'enfilait pas l'habit brodé de soie pour rester assis dans un palais. Il voulait comprendre ce que les tsars avant lui avaient ignoré, les secrets du monde moderne. C'est pourquoi, en 1697, il entreprit un voyage unique dans l'histoire des monarques russes. Déguisé sous le nom de Pierre Mikhaïlov, il quitta la Russie pour explorer l'Europe. Il ne voyageait pas en touriste. En Hollande, il travailla dans un chantier naval, apprenant à construire un vaisseau de guerre, clou par clou, planche par planche. Il interrogeait les ingénieurs, notait chaque détail, dormait dans les dortoirs comme un ouvrier. À Londres, il étudia la cartographie, la chirurgie, l'astronomie. Il rencontra scientifiques, marchands, artisans. Là où d'autres tsars envoyaient des ambassadeurs, Pierre venait en personne, les mains tachées de goudron, les yeux grands ouverts. Mais la Russie ne dormait pas en son absence. À Moscou, les Streltsy, cette garde impériale aux allégeances fluctuantes, se soulevèrent. Pierre rentra d'urgence. Ce qu'il découvrit ne fut pas une rébellion, mais une insulte à son rêve. Il ordonna une répression sanglante. Des centaines furent exécutés, empalés, décapités, et leurs corps suspendus aux portes de la ville comme des avertissements. Pierre n'était plus un jeune homme curieux, il était désormais un souverain sans illusion. Pour bâtir son empire, il lui faudrait la sueur, le sang, et la peur. Dès lors, il se lança dans une réforme totale du pays. Il brisa les anciens ordres, ridiculisa les boyards qui refusaient de raser leurs longues barbes, imposa des vêtements à l'occidental, créa un impôt sur les barbes pour forcer le changement. Les nobles devaient danser, apprendre le français, envoyer leurs fils dans les académies. Il bâtit des écoles, des arsenaux, des imprimeries. Il créa un sénat, une police secrète, une armée permanente. La Russie devenait un corps qu'il fallait discipliner, tailler, dresser. Mais pour Pierre, tout cela ne suffisait pas sans une fenêtre sur la mer. Le grand obstacle était la Suède, puissance redoutée, maîtresse de la Baltique. Il engagea la Russie dans ce qui deviendrait la Grande Guerre du Nord. Pendant 20 ans, il affronta Charles XII, roi de Suède, jeune prodige militaire. Le début fut désastreux. À Narva, l'armée russe fut anéantie. Mais Pierre ne plia pas. Il reconstruisit. Encore et encore. À Poltava, en 1709, il infligea une défaite écrasante aux Suédois. Cette bataille marqua un tournant, la Suède déclinait, la Russie montait. C'est dans ce contexte qu'il fonda sa plus grande œuvre, Saint-Pétersbourg. Sur les rives marécageuses de la Neva, il ordonna de bâtir une ville. Là où il n'y avait que boue et moustiques, il rêvait d'un Versailles du Nord, d'une capitale tournée vers l'Europe, raffinée, éclairée. Des milliers de serfs furent envoyés de force, moururent par milliers, ensevelis sous les fondations de palais qu'il ne verrait jamais terminer. Mais Pierre ne reculait pas. Il venait superviser les chantiers lui-même, dessiner les plans,
corrigeaient les architectes. J'ai planté une fenêtre sur l'Europe, disait-il. Mais cette fenêtre était une plaie ouverte sur des milliers de cadavres. Son ambition allait au-delà de la géographie. Il voulait briser les fondations spirituelles de l'ancienne Russie. Il abolit le patriarcat de l'Église orthodoxe, remplaça le patriarche par un saint synode, contrôlé par l'État. La religion devenait un instrument, comme l'armée ou les taxes. Il n'y avait plus de pouvoir en Russie qui ne soit sous ses ordres. Il nommait les juges, les évêques, les généraux. Il humiliait les anciens aristocrates et élevait des roturiers s'il lui était utile. Pour accéder aux plus hautes fonctions, il créa la table des rangs, système fondé sur le mérite, ou du moins sur l'efficacité. L'ancien monde n'avait plus de place. Pourtant, derrière cette image d'acier, il restait un homme. Il aimait les plaisirs, l'alcool, les plaisanteries grivoises. Il organisait des carnavals grotesques, des parodies de messes, des beuveries déguisées. Il pouvait se montrer cruel et généreux à la fois, féroce et attendrissant. Il aimait Catherine, sa seconde épouse, femme de basse extraction, qu'il épousa malgré les murmures. Elle seule savait apaiser ses colères, calmer ses crises, supporter son énergie bouillonnante. Mais le tsar était usé. Le corps d'un homme ne suit pas toujours la cadence d'un empire. Il avait contracté des maladies au cours de ses voyages, notamment une infection urinaire qui s'aggrava. En 1725, alors qu'il tentait de sauver des marins lors d'un naufrage dans le froid glacial, sa santé se détériora brutalement. Il vécut encore quelques mois, en souffrant, délirant parfois, puis s'éteignit sans avoir pu désigner de successeur clair. À sa mort, la Russie était méconnaissable. Ce n'était plus un royaume isolé, rural, figé dans le temps. C'était une puissance militaire, une nation organisée, crainte par ses voisins, respectée par ses alliés. Saint-Pétersbourg, sa ville, brillait déjà comme un joyau sur la Baltique. Ses réformes avaient coûté des milliers de vies, avaient traumatisé une génération, mais elles avaient arraché la Russie à son passé. Le corps de Pierre fut exposé pendant plusieurs jours. Le peuple, en silence, défila devant lui. Certains le pleuraient, d'autres se signaient pour s'en protéger, comme d'un esprit trop puissant. Il était le géant de leur siècle. Ses ennemis l'avaient surnommé l'Antéchrist, ses admirateurs le second Moïse. Mais tous, même ses opposants, reconnaissaient en lui une force qui dépassait l'entendement. Plus tard, l'historien Voltaire dira de lui, « Pierre le Grand a créé des hommes, là où il n'y avait que des animaux. » C'est une phrase dure, arrogante, mais elle traduit le bouleversement radical qu'il avait imposé. Il ne s'était pas contenté de gouverner, il avait recréé la Russie à son image. Sa stature, son énergie, sa rage de comprendre et de transformer en firent l'un des souverains les plus fascinants de l'histoire. Il n'était ni ange, ni démon. Il était un homme de fer et de feu, un roi bâtisseur, un forgeron d'empire, un cyclone dans un monde de lenteur. Pierre le Grand n'a pas seulement régné sur la Russie, il l'a réveillée, violentée, projetée, et peut-être sauvée. Son souffle plane encore sur les murs de Saint-Pétersbourg, dans les couloirs du Kremlin, dans l'âme même d'un peuple forgé à coups de volonté.